Alors, je me permets de vous dire bonjour. On va démarrer. Et je voudrais d'abord saluer nos participants à distance qui étaient connectés depuis 9 heures. Et nous présentons nos excuses. Vous n'étiez pas là, les participants Zoom, quand le lundi soir, au dîner d'ouverture, j'ai dit qu'il fallait qu'on soit patient parce qu'il y aurait forcément quelques retards et quelques inconvénients à une conférence internationale où on a à la fois du présentiel et du Zoom, et on a surtout des participants d'un univers assez homogène, les sciences sociales, mais qui ne partagent pas toujours la même langue de travail. Pour ce faire, si vous permettez, on a mis Bouna, qui fait un excellent travail jusqu'à présent, mais difficile, d'autant plus que la salle résonne. On voudrait que les deux Gambiens, excusez-moi, je dis les deux Gambiens pour aller vite, et je vois que notre jeune chercheuse n'est pas là, mais si vous pouvez joindre Bouna, et je ne vois pas où sont les deux Gambiens, je les ai vus tout à l'heure. Bon, vous me permettrez que je ne sais pas... je vais demander au directeur de l'Institut d'être attentif et s'il voit les Gambiens dans la salle, de leur demander d'être là. Parce que, oui, Bouna ne va plus traduire pour tout le monde. Il va traduire pour les 4 personnes dont la langue de communication, de travail, est vraiment l'anglais. Please. Voilà. De l'autre côté, if it's... Yes. Yes. Please. It's okay? Okay? Thank you. La deuxième chose, nous avons une journée très longue. Je ne suis pas sûre que les participants Zoom seront avec nous toute la journée. Donc je m'adresse surtout à ceux qui sont dans la salle. Actuellement, nous avons 3 sessions de travail pour le matin et une session pour l'après-midi qui va se clôturer. Les travaux d'ailleurs, avant la partie plus méthodologique de vendredi, les travaux réellement de la conférence vont se terminer aujourd'hui avec le film à l'Institut français qui aura lieu à 19h. Et je vais vous dire que la pause café aussi de l'après-midi se fera là-bas. Donc quand on aura fini les travaux à 18h, nous irons directement là-bas pour ne pas perdre de temps et prendre la pause café. Ne vous étonnez pas aussi que la pause café du matin va être distribuée dans la salle, parce que nous avons 3 sessions. Alors, je voudrais saluer la présence de la représentante de l'Organisation du Bureau international du travail, l'OIT, Andrea Maria Elena. Et je voudrais aussi saluer la présence de la Confédération CSI, je ne le vois plus. Voilà, la Confédération syndicale internationale. Alors, j'en profite pour dire quelque chose de très important. Cette conférence a un format assez particulier parce qu'il met en présence et les chercheurs qui sont, on peut dire, le public premier et privilégié de l'Institut et les syndicalistes que je salue ici à travers la CNTS qui est une très grande confédération du Sénégal et qui sont venus nombreux et au niveau national et au niveau régional, ce qui est inhabituel. En général, c'est une conférence scientifique qui ne réunit pratiquement que des chercheurs. Alors, ça met beaucoup d'énergie et beaucoup de vie et ça ne suit pas vraiment le format habituel. Mais je pense que les participants présents ici, syndicalistes, en tireront tout leur profit. Je pense aussi que les chercheurs africains vont savoir tisser les liens, comme on dit, tisser la natte avec les syndicalistes ici présents. On s'excuse auprès des chercheurs qui sont dans le Zoom ou des chercheurs ici présents qui sont d'autres institutions universitaires parce que effectivement ça déroute un peu. Mais on va essayer d'être assez efficace. Bon. Et je salue d'ailleurs les modérateurs et les discutants des journées précédentes qui ont fait un travail remarquable dans des conditions relativement difficiles. Alors, nous avons 2 sessions, la session 8 et la session 9, non, la session, excusez-moi, 7 et la session 8, qui sont dans un même contexte, le contexte du Covid. C'est-à-dire que les propositions
suite à l'appel d'offres, étaient tellement nombreux en termes de présentation de résultats de recherche qu'on a dû faire 2 sessions. Mais c'est en fait la même session, sous un regard différent, s'il est sociologique ou s'il est plutôt historique ou s'il est plutôt psychologique. Mais c'est la même session qui s'adresse à la problématique « Qu'est-ce que le Covid nous apprend de la mobilité professionnelle dans l'univers du travail et des travailleurs et dans un contexte des migrations ?» C'est la même, hein, mais on l'a coupé en 2. Mais vous verrez que les 2 sessions, chaque session a une certaine homogénéité. Donc, je voudrais, avant de démarrer les interventions, de dire que le laboratoire, l'ARTES, dont le discutant est le responsable, Abdou Salam Fall, va présenter le laboratoire rapidement parce que beaucoup de chercheurs de la session 7 et la session 8 émanent de ce laboratoire. Et on les remercie d'avoir honoré l'Institut par leur présence significative. À toi. Merci beaucoup. Je suis très heureux de prendre la parole à ce moment-là, à la suite de l'intervention de Mati, qui, je dois dire, dans mon parcours, a eu un moment décisif pour réorienter ma carrière. Un moment, j'ai hésité à faire une carrière de sociologie industrielle et elle a eu le génie de me réorienter vers ce que je fais depuis 30 ans maintenant. Je voudrais l'en remercier. Je voudrais aussi, s'il vous plaît, si vous le permettez, saluer la présence des aînés qui ont également influencé personnellement ma carrière. Je veux citer Youssouf Mbargane Guissé, Bouba Diop, Babacar Fall et d'autres. Mais laisser la palme aussi à professeur Marcel van der Linder, qui était membre de mon jury de doctorat aux Pays-Bas il y a maintenant une vingtaine d'années. Je voudrais vraiment saluer sa présence et dire combien il a influencé ma carrière de sociologue sous la direction d'Abraham Dessoine, qui dirigeait certes ma thèse avec professeur Abdoulaye Bara Diop, mais Marcel van der Linder, qui est sociologue du travail, a eu beaucoup d'influence sur mon parcours aux Pays-Bas, à Amsterdam. Je m'excuse d'avoir fait ce préalable, mais en quelque sorte, c'est relativement indispensable pour nous de reconnaître l'influence de nos aînés et de nos maîtres sur nos parcours universitaires. Alors, ce que j'ai appris aux Pays-Bas et à Dakar, c'est ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat scientifique. C'est-à-dire quand vous êtes dans un environnement, il faut innover, initier, et c'est avec d'autres collègues, nous avions mis en place ce laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales qui s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire et en soutien à la réforme LMD, la réforme licence, master, doctorat, qui a été initiée par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, sans avoir les supports nécessaires pour matérialiser la vocation première de ces écoles doctorales. Et cette vocation première consiste à amener des masterants, à préparer des doctorants sur la base d'un encadrement rapproché. Donc des équipes de recherche qui mènent des recherches et qui insèrent des thésards de manière à ce que le lien entre l'université et la société soit réalisé. Donc c'est ça la vocation première. Et il y a maintenant une vingtaine d'années que ce laboratoire fonctionne et regroupe des chercheurs en économie, en statistique, en démographie, en sociologie, en anthropologie. Nous sommes une quinzaine maintenant au sein de l'Université de Dakar et menons des recherches en articulation avec les mouvements sociaux. Notre vocation première est de mener des recherches pour que nos évidences scientifiques soient reprises par les mouvements sociaux dans la transformation de nos sociétés. C'est ça notre vocation. Et les mouvements sociaux ainsi que les décideurs, les acteurs de développement en général. Voilà, c'est pourquoi toutes nos recherches
sont à la fois des publications scientifiques, mais surtout des notes politiques destinées aux utilisateurs. Voilà, je vous remercie de cette opportunité, mais je voudrais signaler que la vocation du laboratoire, c'est aussi de se pérenniser. Et c'est ainsi qu'il y a maintenant 1 an, j'ai passé la main pour la direction du laboratoire à professeur Rokhaya Cissé qui est en ligne et qui aura l'occasion d'intervenir et qui est en quelque sorte la patronne du laboratoire. Et ils m'ont conféré le rôle de président du conseil scientifique que je fais avec plaisir. Voilà, je vous remercie pour l'opportunité de cette introduction sur le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales qui est adossé à la formation doctorale, qui s'appelle Sciences sociales appliquées au développement, que je continue à diriger. Je vous remercie. Merci Abdou Salam. Je voudrais aussi dire que Rokhaya, celle qui t'a remplacée, sera la première intervenante de la session 8. Mais là, nous sommes dans la session 7 et je vais demander, sans plus tarder, à... j'espère qu'il est là, Kwasi Adou Amankwa de la Confédération syndicale internationale Afrique et qui va donc nous entretenir de sa compréhension de la pandémie de Covid-19 et la recomposition des frontières du travail. Alors, je voudrais aussi faire une observation. Dans le Zoom, on m'a demandé d'améliorer le confort du son. Je pense qu'on a atteint nos limites techniques. Probablement, on pourrait l'améliorer, mais c'est difficile parce que la salle fait beaucoup d'écho. N'hésitez pas à me le rappeler en me disant améliorer, mais pour le moment, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut que Alioune gère un peu mieux peut-être le micro, mais ce n'est pas trop non plus de sa responsabilité. Est-ce que Kwasi Adou Amankwa est là? Oui, monsieur. So what Mati was saying is we are combining basically sessions 7 and 8 are on the same subject, and we're talking about the impacts of COVID on work, on the labor, the labor going on in our world today and how that's changed. I'm so sorry, I was kind of back and forth doing different things. So basically we are going to have 5 people presenting in the first session, and then in the second session, session 8, we'll have 4. And I don't know if our translator can say more to sentence. Okay, all right, well, thank you so much. And so we're going to briefly go through this, even though this is a very heavy topic and lots of information to share. Thank you so much. Ok, on s'est entendu avec Michel. Elle est là pour la première session du matin, la session 7. Et Michel, je ferai appel à toi de temps en temps pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une bonne mise à niveau des anglophones. Merci, monsieur Si. Merci. Ok. Mr. Kwasi Adou, please. Chargé de l'administration à la PSI Afrique. Ok. Vous me recevez? On vous reçoit très bien. Est-ce que je dois comprendre que vous allez prendre la place de votre collègue pour faire l'intervention? Oui, je vais faire la contribution de la PSI Afrique à la conférence. Merci beaucoup. Vous avez 10 minutes. Merci, madame. C'est un honneur pour la PSI Afrique d'être invitée à cette conférence. Le SGE voudrait bien être parmi vous aujourd'hui, mais un engagement de longue date l'a empêché. Nous allons donc faire la contribution de la PSI Afrique sur le sous-thème la pandémie de la Covid et la recomposition des frontières du travail. La Covid a entraîné la perte d'emploi et de revenus
les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été gravement touchées. Nous avons également connu une accélération de la numérisation de l'économie et du lieu du travail. La dette publique de l'Afrique s'est trouvée. Je t'ai dit ça tout à l'heure. Et l'Afrique s'est aggravée alors Je que te demande, plusieurs pays grosso africains modo, luttaient pour financer leurs budgets nationaux en même temps. pour que tu Ils puisses étaient faire le contraints résumé, de d'accord? Parce respecter que les lui, il est obligations avec son groupe, de d'accord? paiement de la dette. La pandémie et la guerre en Ukraine ont exacerbé la crise mondiale de l'inflation alimentaire, énergétique et financière. On a assisté donc à une hausse des prix des biens et des services, alors que le pouvoir d'achat des ménages diminue et que les salaires augmentent moins vite. Madame, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Un tout petit peu plus lentement. D'accord. Merci. Notre présentation revisitera donc certaines des réactions de l'association. En réponse aux effets néfastes de la crise sanitaire sur les travailleurs et mettant en exergue quelques pistes de reconfiguration des conditions du travail qui s'imposent désormais aux travailleurs. La PSI Afrique a contribué aux efforts visant à vaincre la pandémie de la COVID-19 en travaillant avec les gouvernements et d'autres parties prenantes. Les syndicats ont été très actifs dans la sensibilisation et l'éducation de leurs membres et du public. Nous avons mené des actions de solidarité pour soutenir les groupes vulnérables, ceux qui ont perdu leur emploi, les travailleurs migrants, les personnes âgées, les collectivités, etc. Nous avons rassemblé les rapports des 55 pays africains sur la situation de la pandémie et utilisé les documents pour publier les documents publics pour affiner les stratégies de plaidoyer au niveau national et régional. La CSI Afrique a écrit au gouvernement africain, à l'Union africaine et à l'OMS sur la nécessité de mener des recherches sur la pandémie pour identifier pourquoi l'Afrique subsaharienne a été moins touchée par la pandémie malgré la précarité et l'insuffisance des systèmes et des infrastructures sanitaires sur le continent. Nous avons également participé à la campagne de vaccination et sensibiliser nos membres à l'importance de se faire Est-ce que tu peux le faire au moins celui-là pour que ça ne fasse pas désordre? Parce que comme je t'ai invité, il ne faut pas qu'il y ait de chaos sur les ordres, contre-ordres. Tu peux faire seulement ça, c'est qu'elle dit, c'est difficile. Mais tu l'écoutes, lui, le traducteur, et tu fais un résumé. afin de mieux coordonner les engagements Bon, écoute, tu fais comme tu peux, d'accord? Si tu veux aller là-bas, tu vas là-bas. Ce réseau a contribué à la campagne de plaidoyer pour l'inclusion du droit à un environnement de travail sûr et sain dans la déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du travail. Cette décision prise lors de la session plénière de la conférence internationale du travail en juin cette année, qui confère un caractère fondamental à la Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et à la Convention 100 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs. La CSI Afrique a également lancé un concours à l'intention de ces activités baptisé Concours d'innovation des jeunes, afin d'évaluer les solutions innovantes visant à améliorer la santé et la sécurité sur le lieu de travail dans le collectif. Le concours
a donné naissance à 3 solutions innovantes entre le développement d'applications mobiles qui fournissent aux travailleurs des tests rapides pour la COVID-19 et connecter les travailleurs aux prestations médicaux et aux soins de santé. Le développement de fils d'actualité et d'un centre de ressources pour diffuser les informations sur la COVID-19 et le troisième, un mécanisme de signalement pour saisir au bon moment les autorités compétentes sur les cas de violence et de harcèlement au travail. Ce dispositif est conçu pour servir également d'outil pédagogique de mesures préventives dans la lutte contre la violence et le harcèlement au travail. Quelle est donc l'orientation spéciale pour l'avenir? Nous allons ici présenter quelques domaines d'intérêt que le mouvement syndical. Excusez-moi, madame. Je me fais un peu du souci sur le temps. Vous avez 5 minutes, pas plus. Hein. Oui. Ça va suffire. On va là maintenant présenter quelques domaines d'intérêt pour le mouvement syndical. Où le mouvement syndical s'est engagé à faire progresser dans le cadre de la réponse aux effets de la COVID. Le premier, c'est une session continue pour un nouveau contrat social axé sur la création d'emplois, des droits au travail, une transition juste vers des économies plus vertes, l'élimination de la discrimination et le développement d'un système de protection sociale bien avancé. Ensuite, les campagnes de plaidoyer pour régler le problème de la dette, les répressions pour annuler le rééchelonnement de la dette. Ce sont là des options que les syndicats africains sont prêts à estimer. Le troisième concerne les droits numériques. Dans un monde qui se numérise rapidement, un accès abordable à l'infrastructure numérique est essentiel. Cela pose également la question de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Que les travailleurs puissent continuellement se recycler, se revitaliser afin d'accroître leur capacité d'adaptation à un monde de travail en constante évolution. Il conviendrait également d'aborder ici la question de la protection de la vie privée des amal par les nouvelles formes de travail et la collecte informatisée des données. La protection de la propriété intellectuelle n'est pas en reste. Les œuvres numériques sont désormais exposées à un risque très élevé de reproduction illicite. Les travailleurs doivent également être sensibilisés à l'élaboration de stratégies opérationnelles et fonctionnelles en vue d'intégrer un mode de travail hybride et flexible dans la vie de l'entreprise. La protection sociale nécessitera un financement adéquat. C'est pourquoi la question du surendettement doit être gérée avec parcimonie, pour donner un niveau souple aux économies des pays les plus pauvres qui se trouvent être aussi les plus endettés. Il est aussi important de garantir de mobilisation des ressources. Pour le travail organisé en Afrique, nous nous engageons à aider à stopper les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique et à veiller à ce que les pays de notre région respectent les contributions de 0,7% PIB comme convenu dans le cadre du financement du développement. Et enfin, les syndicats s'engagent à concevoir des voies et moyens pour améliorer la force et la pertinence de l'action syndicale en sensibilisant et en organisant les acteurs non syndiqués de l'économie informelle et les nouveaux emplois sur le marché du travail, y compris le travail numérique. Sensibiliser et organiser les femmes, les jeunes, les minorités et les groupes vulnérables qui restent également un grand défi pour le mouvement syndical. Merci beaucoup. Confédération syndicale internationale, on mesure la présence de l'Afrique syndicaliste dans les réponses apportées aux défis du Covid. Et on est très fiers de comment l'Afrique a mené ces réponses, alors qu'on pensait que nous allions être les plus vulnérables. Merci d'avoir apporté votre contribution pour éclairer
ces efforts. Maintenant, je voudrais donner la parole à Elena André du Bureau international du travail à Genève, qui va intervenir sur l'impact de la Covid-19 sur l'organisation du travail. Et s'il vous plaît, madame, je suis désolée, mais si vous pouvez rester dans les 10 minutes, parce que nous avons accusé un certain retard. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Et j'aimerais remercier l'invitation et déjà vous dire combien j'apprécie le fait que le dialogue entre les mandants tripartites de l'OIT, c'est-à-dire les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs, mais aussi, comme dans votre cas, avec le monde universitaire et d'autres groupes de réflexion, devient de plus en plus évident pour relever la multitude de défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et permettez-moi d'emblée de dire que si le nombre de cas de Covid-19 a diminué dans la plupart des régions, il ne faut pas oublier que la maladie est surtout bien présente et surtout son impact sanitaire et économique. Nous savons qu'aujourd'hui encore, des personnes meurent ou souffrent de la Covid-19 et nous assistons à de nouvelles épidémies dans la plupart des régions du monde. Et nous savons aussi que de nombreuses familles se débattent avec la perte d'êtres chers, ce qui implique la souffrance humaine dévastatrice que cela provoque, a également des répercussions sur leur propre bien-être. Nous savons que des moyens de subsistance ont été perdus tout au long de la pandémie de Covid-19 et que les impacts économiques et sociaux sont énormes partout dans le monde, mais en particulier dans le contexte africain. Et l'une des vérités fondamentales de la pandémie est que le manque de résilience de nos institutions, de nos sociétés et les inégalités croissantes ont fait que les travailleurs les plus vulnérables ont été les plus durement touchés par la pandémie et par ses conséquences économiques et sociales. Ainsi, la crise a non seulement plongé des millions de travailleurs dans la pauvreté, mais elle a également démontré l'incapacité de nombreux pays du monde entier à réagir et à protéger de manière adéquate les plus vulnérables de la société. Les jeunes travailleurs, les femmes, les travailleurs migrants, ainsi que ceux qui ont une relation de travail qui n'est pas une relation formelle, ont été ceux qui sont les plus touchés. Les travailleurs des plateformes, les travailleurs qui n'ont pas d'intervention appropriée au niveau de la protection sociale. Et il faut dire que c'est une catégorie de travailleurs qui représente une partie de plus en plus importante de la main-d'œuvre et que cela va affecter grandement le niveau de vie, la consommation. Et ces deux éléments, le niveau de vie et la consommation, sont indispensables à la reprise. Je vais vous donner un exemple. Les recherches de l'OIT ont montré que même dans les premiers mois de la pandémie, les revenus des travailleurs de l'économie informelle ont été réduits de plus de 2 tiers en moyenne. Alors, il s'agit de travailleurs qui n'ont que peu ou pas l'accès aux mesures de sécurité sociale ou à toute autre aide gouvernementale et qui constituent la majorité des travailleurs dans de nombreux pays qui sont représentés à notre conférence aujourd'hui. En outre, les pays qui ont déjà du mal à fournir un soutien fiscal aux travailleurs et aux entreprises ont été durement touchés par la stagflation et les sorties de capitaux dues à une hausse des taux d'intérêt dans le monde entier, qui sont conséquences directes à la fois de Covid-19, mais aussi du nombre croissant de conflits tels que la guerre en Ukraine. Et le Fonds monétaire international, dans son rapport d'octobre 2022, prévoit que le taux d'inflation devrait culminer à 9,5% au troisième trimestre de 2022, avant de retomber à 6,5% en 2023. Le niveau d'emploi ne s'est toujours pas redressé dans le monde. Le niveau des heures de travail dans le monde étant inférieur de 1,5% au niveau de l'avant de la crise, et même 2% en Afrique, ce qui équivaut à plus de 40 millions d'emplois perdus par rapport à la fin de 2019, selon les derniers moniteurs de recherche de l'OIT.
Et un autre, même dans les pays où l'emploi s'est redressé, l'emploi informel se redresse beaucoup plus vite que l'emploi formel. Et ceci souligne à la fois qu'il y a encore moins d'opportunités d'emploi décent et que les travailleurs, à l'absence de système de sécurité sociale adéquat, sont contraints d'entrer dans l'économie informelle. Et ce passage à des économies informelles plus importantes dans de nombreux pays ne fait qu'exacerber l'impact de l'inflation actuelle et de la crise du coût de vie qui s'ensuit dans de nombreux pays, mais notamment en Afrique. Et chers amis, il y a cette idéologie qui est solidement ancrée auprès des décideurs publics, l'idée selon laquelle une hausse des taux d'intérêt à travers une politique monétaire de la Banque centrale est la seule solution face à une inflation persistante. À mon avis, une telle idéologie peut s'avérer dangereuse, en particulier en période de reprise économique après une crise, puisqu'elle va principalement impacter les ménages des travailleurs et des entreprises qui sont les plus vulnérables et qui d'ailleurs ont déjà été fragilisés par la crise. Maintenant, nous savons aussi que lorsqu'une telle politique est menée dans les pays développés, cela peut être dommageable aux pays les plus pauvres, dont la dette publique est libellée en devises étrangères, notamment en dollars américains. Et il s'agit là du pays faisant déjà face à un marge de manœuvre budgétaire limité et un poids de la dette très élevé, particulièrement au sortir de la crise du Covid-19. Par exemple, les déficits budgétaires ont presque doublé en Afrique, passant de 4,6% en 2019 à 8,4% en 2020. Et au lieu de fragiliser la santé budgétaire de ces pays, une assistance technique et financière devrait plutôt être fournie pour améliorer les ressources fiscales par voie interne et par voie externe. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est essentiel d'examiner toutes les voies possibles pour combattre l'inflation et ne se laisser rentrer dans la facilité, mais surtout de privilégier des solutions qui ne vont pas encore plus fragiliser les plus vulnérables. Et dans ce contexte, de nombreuses analyses empiriques, et notamment le récent rapport mondial sur les salaires nourriciers, ont bien montré que l'inflation est principalement causée par les produits alimentaires, le coût de l'énergie et le coût du transport. Or, nous savons bien identifier la source du problème et je crois qu'en faisant cela, le problème est déjà à moitié résolu. Et dans tous les cas, un soutien direct sera nécessaire aux ménages les plus pauvres, ces derniers étant ceux qui consacrent une partie importante de leurs revenus aux dépenses de nourriture et d'énergie. Et je crois que je dois signaler d'une façon très positive la récente aide directe en espèces de 80 000 francs CFA accordés par l'État à près de 1 demi-million de ménages pauvres, des ménages spécifiquement ciblés grâce à l'existence d'un registre national informatif sur les conditions de vie. Et pour terminer, les partenaires sociaux, leur rôle. Bon, les partenaires sociaux ont un rôle énorme à jouer et ils sont nombreux à être présents parmi nous aujourd'hui. Nous avons besoin de plus de dialogue social, pas de moins. Le dialogue social reste le principal moyen de garantir que les politiques sont à la fois conçues et mises en œuvre de manière à prendre en considération les besoins les plus importants des travailleurs et des employeurs. Et nous avons des exemples encourageants de gouvernements, d'employeurs et travailleurs qui s'unissent en temps de crise. Mais cette réalité n'est pas la même dans tous les pays du monde et ceci nuit considérablement à une reprise aussi inclusive que possible. Et je dois aussi dire que les organisations de travailleurs doivent s'adapter à la fois aux tendances de longue date et à l'impact de Covid-19 afin de conserver et de développer leur rôle dans la société. Les syndicats sont les champions de la justice sociale, de la paix et de la démocratie et ils donnent une voix à tous les travailleurs, mais en particulier à ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Merci. Et alors, on a besoin d'un dialogue plus approfondi, aussi au niveau du mouvement syndical. Merci, madame. Je termine, madame. Pour déterminer si les pratiques et les structures internes en place sont
organisations de travailleurs puissent vraiment jouer un rôle dans la construction d'un avenir plus juste. Et je crois, et je termine, madame, dans mes 10 minutes, il est très important de nous donner un nouvel élan à nos institutions de travail et de voir comment elles peuvent être adaptées aux circonstances actuelles, compte tenu des défis existentiels auxquels nous sommes confrontés actuellement. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame André, pour votre très éclairante et rapide description de l'impact du Covid et des réponses institutionnelles, politiques et syndicales. Et merci aussi de nous avoir éclairé sur l'impact sur les ménages et les travailleurs les plus vulnérables et sur la transformation d'une partie des travailleurs dans le formel qui sont obligés maintenant d'être dans l'informel. Votre brillante intervention va probablement nourrir l'intervention du discutant tout à l'heure. Merci encore une fois, Madame André. Merci de votre présence. Alors, je vais donner la parole à Khalidoussi, qui est ici présent autour de la table, et qui va donc intervenir sur ce que le Covid-19 fait à l'université. Lui-même est à l'université de l'UGB à Saint-Louis, et il fera une anthropologie sémiotique d'une mutation de travail intellectuel. C'est à vous la parole. Vous avez 10 minutes. Merci, madame. Merci aussi à l'assistance. Et je veux remercier aussi mon collègue Babel qui m'a informé de cette rencontre et que je participe et je présente le cours. Et donc, je suis peut-être un peu le plus étranger de cette rencontre. J'entends des historiens et donc, du coup, je pense qu'ils sont un peu. Moi, je viens des sciences du langage et plus exactement de la sémiotique et de la sémiologie. Et donc, je suis à l'université de Saint-Louis, où je dirige mon laboratoire des syndicalistes, groupe de recherche et d'analyse des discours sociaux. Plus lentement. Donc, je dis dans le laboratoire, groupe de recherche et d'analyse des discours sociaux. Et donc, je voudrais très rapidement, puisque nous avons vu partir d'une sorte de métaphore, si j'aime cette métaphore. Poser le problème. Oui, c'est bon. Donc, poser le problème suivant trois enquêtes. La première enquête, en tant que sémioticien, elle pose la question de la rencontre. Parce que le travail intellectuel, plus généralement, qui se fait à l'université, ne concerne pas seulement les deux. Donc, le travail intellectuel qui se fait à l'université ne concerne pas seulement que les enseignants, concerne aussi les étudiants. Mais ne concerne pas seulement que les enseignants et les étudiants, concerne aussi l'espace-temps universitaire. Il y a donc, dans une perspective de mise en communauté, une rencontre postule toujours à la fois des institutions et des distributions de rôles. Le fait que les institutions, ça veut dire les institutions du savoir, les institutions sociales, c'est-à-dire tous les ensembles symboliques qui participent à construire les interactions sociales à l'intérieur même de l'université. De sorte que ce n'est pas des singularités qui se rencontrent à l'université. Ce sont bien des statuts et des rôles qui se rencontrent à l'université, dans la distribution de ces statuts et de ces rôles. L'enseignant, l'étudiant, la secrétaire, le directeur, le recteur. Ces rôles et ces fonctions d'accord. Donc ces rôles et ces fonctions font que, globalement,
l'université peut être perçue comme un univers de sens. L'université peut être perçue comme le lieu d'une production de valeurs et le lieu aussi d'une subjectivation. Mais ça, c'était avant, comme disent les conteurs. Ça, c'était avant. C'était avant quoi? Avant la Covid. Avant la Covid, avant la pandémie. Or, que fait la pandémie? Elle participe de la déstructuration de cet espace-temps, de cette chronotopie. En déstructurant cet espace-temps, la Covid renvoie les travailleurs intellectuels dans leur insularité, dans leur singularité. La communauté académique s'est redéfinie et l'université elle-même se trouve ailleurs et nulle part. Puisque l'université se trouve ailleurs et nulle part, c'est la question même du travail intellectuel qui pose problème. Puisqu'avant, le travail intellectuel se faisait à l'université, dans les laboratoires, dans les bureaux. Mais à partir du moment où la Covid s'installe, elle a redéployé le travail intellectuel, l'a relogé dans des îlots et a rendu les travailleurs eux-mêmes disjoints de leur propre communauté. Comment donc, du point de vue de la construction du sens, du point de vue de l'élaboration des valeurs, du point de vue du faire communauté, comment le travail pourrait-il se redéfinir? Parce que finalement, le travail intellectuel universitaire va, avec la Covid, être orphelin de ses institutions sociales, va être orphelin de ses institutions du savoir, va être orphelin de ses interactions universitaires. Comment donc le travailleur intellectuel, l'universitaire, l'étudiant, l'enseignant, le chercheur, va-t-il redéfinir son propre rôle, sa propre fonction et sa façon de comprendre les choses? Ce sont des questions que je me pose, mais que le temps ne permet pas de déconstruire pour montrer en réalité l'impasse que cela implique. Je vais finir donc par dire l'après, cette espèce de faire avec. Il y a l'avant-Covid, il y a la Covid, après-Covid. Est-ce que c'est vraiment l'après-Covid? Vit-on vraiment l'après-Covid? Parce que de toute évidence, cet après-Covid est déjà inscrit dans la Covid. Comme modalité de transformation sociale, comme modalité d'encadrement des interactions sociales, comme modalité de construction du sens dans l'espace public, et singulièrement dans l'espace universitaire. Mais cette modalité va reconstruire aussi le rapport au travail, le rapport au savoir. La preuve, c'est que même après la Covid, les universités sénégalaises se sont engouffrées dans la brèche de l'enseignement à distance. Mais qu'est-ce que l'enseignement à distance fait à l'enseignement présentiel du point de vue du travail intellectuel? Je suis un ancien syndicaliste, j'ai dirigé le syndicat des enseignants du supérieur sud-est pendant quelques années. Si je posais le problème en termes syndicaux, mais l'enseignement à distance, qu'est-ce qu'il va faire au recrutement des enseignants, aux jeunes docteurs qui ont fait leur thèse? Puisqu'on peut enseigner à distance, moi je peux enseigner 2000, 3000 derrière mon ordinateur. Quel est donc le problème qui va se poser du point de vue de l'insertion sociale des docteurs et des doctorants? Voilà donc, pour ne pas être long, les problèmes que cela pose ou que cela me pose du point de vue de mes propres recherches. Et voilà aussi quelques réflexions que je mets sur le plateau pour permettre aussi aux uns et aux autres de pouvoir en discuter. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup Khalid-Oussi. Votre regard d'anthropologue et de linguiste va certainement nourrir encore
la contribution du discutant, Abdul Salam Fall, tout à l'heure. On vous remercie parce que c'était quelque chose qui apporte un éclairage spécifique sur le Covid et l'après-Covid concernant le travailleur intellectuel dans l'espace universitaire. Je vais donner la parole maintenant à mon collègue, Moustapha Sey. J'espère qu'il est prêt. Lui, il n'est pas de l'UGB, mais de l'UCAD. Et il est aussi de l'IFAN. Oui. Alors, il se présentera brièvement. Et il aborde un sujet extrêmement intéressant et spécifique, le travail des acteurs culturels face à la Covid-19. À vous. Merci beaucoup. Je me présente à nouveau. Je suis Dr Moustapha Sey, socio-anthropologue et chercheur au LARTES IFAN. J'ai donc 15 minutes pour vous faire l'économie un peu d'un travail de recherche qui a été élaboré au niveau du LARTES pendant la Covid-19 pour voir un peu comment est-ce que les acteurs culturels vivaient cette pandémie de Covid-19. Alors, ma présentation va s'articuler autour de 5 points. Donc, un contexte, rappel des objectifs, de la méthodologie, vous partagez quelques résultats de la recherche et enfin, terminer par la conclusion et les pistes d'action. Voilà. Rappel juste du contexte de la Covid-19. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons eu notre premier cas de Covid-19 le 2 mars, importé. Et du 2 mars au 23 mars 2020, il y a eu d'importantes mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal et qui ont consisté entre autres au couvre-feu, aux restrictions des déplacements interurbains, à l'interdiction de manifestations, et qui dit manifestations est au cœur des acteurs culturels qui n'ont que ça pour faire, pour vivre de leur métier, de leur art. Et donc on se rend compte, après ces mesures-là, que la peur avait eu un impact considérable dans les décisions de l'État et qui ne se justifiait pas, mais que le coup était déjà parti. Et en mai 2020, l'État prend encore des mesures d'assouplissement. Au moment où la Covid-19, on avait beaucoup plus de cas, on prend des mesures d'assouplissement. Ce qui avait fini par avoir un aspect un peu confus de la gestion de la pandémie. Alors, plusieurs emplois et contrats ont été supprimés par les acteurs culturels. Ils ont été mis à rude épreuve. Donc, des pertes énormes aussi subies par les acteurs culturels et qui a causé l'annulation de certains voyages ou en tout cas de prestations au niveau des artistes. La Covid-19 a fortement donc impacté le secteur culturel qui pourtant s'inscrivait dans une dynamique de relance. Alors, quelques questions pour un peu circonscrire le travail que nous avons fait. Dans quelle mesure est-ce que la crise a-t-elle engendré des conséquences économiques sur le tissu culturel? Quels sont les mécanismes de résilience visant la préservation de l'emploi et le maintien et le réajustement du revenu développé par les acteurs culturels? C'est vous qui avancez, c'est pas moi. C'est vous qui avancez. C'est bon? Encore? Oh. Voilà, c'est bon, c'est bon. Quelles sont les perceptions des acteurs culturels de la crise et de la gestion de la crise? Parce que moi... Les objectifs. Maintenant, rappel des objectifs. L'objectif de l'étude est d'évaluer l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur culturel. Et on a des objectifs spécifiques, interroger les effets de la Covid-19, identifier les innovations majeures et analyser les impacts sociaux induits par la Covid-19. Donc, je rappelle un peu de la méthodologie. Donc, l'enquête a été faite grâce à la mise à disposition de la base des acteurs culturels, mise à disposition par le ministère chargé de la culture. Et à partir de cette base-là, nous avons essayé d'aller dans les régions et dans les centres culturels pour réactualiser cette base-là. Et au finish, on avait une base qui tournait autour de 632 numéros de téléphone qui étaient disponibles où on pouvait joindre les acteurs culturels. Et après l'enquête, on a eu 70% de réussite, ça veut dire 441 personnes qui ont été enquêtées.
Donc le traitement a été fait sur Stata et les tableaux ont été générés sur Excel. Donc je présente un peu le profil des enquêtés et on voit nettement qu'ici 27,4% des personnes enquêtées sont des personnes âgées. Donc des personnes qui ont plus de 60 ans, 27,4%, 64 et plus, mais des personnes aussi également des jeunes de 30 à 39 ans qui occupent 25% de l'échantillon. On peut aussi désagréger selon le sexe une faible part des femmes. On a vu que 10 personnes, une personne sur 10 enquêtées était une femme. Voilà. Les principaux secteurs d'activité. On a eu à enquêter des acteurs qui étaient dans le spectacle du vivant, dans l'édition de livres, dans la critique, dans le cinéma, dans la musique, dans l'audiovisuel, etc., etc. Le tableau peut être affiché. Oui. Les principales activités des entreprises, maintenant, on a fait de l'organisation, des acteurs qui étaient dans l'organisation de festivals et de tournées, des artistes créateurs, des artistes qui étaient dans l'enregistrement, studio, gestion de multiprojets, structure de formation, organisation professionnelle, structure de production du promoteur, structure d'exhibition, etc., etc. Mais ce qu'on constate ici, c'est que l'informel est au cœur du secteur culturel. L'informel. Plus de 72%, exactement 72,6% des acteurs enquêtés n'avaient pas de registre de commerce. Ça veut dire qu'ils opéraient dans l'informel. Et que ça peut être, si on le désagrège selon le sexe, on a 72,3% d'hommes et 75% de femmes qui sont dans le secteur culturel, mais qui agissent de manière informelle. Alors, pour ce qui est des pertes qui sont causées par la pandémie, c'est 95,9%, pratiquement 96% des personnes enquêtées, en tout cas des entrepreneurs culturels, qui disent qu'ils ont perdu un manque à gagner. Donc les entrepreneurs ayant reporté ou annulé des activités depuis la pandémie. Parce que aussi c'était ça l'enjeu quoi. Les mesures restrictives avaient conduit à l'annulation de beaucoup d'activités et les acteurs ont subi les conséquences de cette gestion de la crise. Dans l'ensemble, c'est 87% de notre échantillon qui reconnaît avoir annulé ou reporté des activités qui pouvaient leur permettre en tout cas d'avoir de l'argent pour s'en sortir. Donc des activités ayant causé de la perte financière. Donc c'est surtout les prestations scéniques, 81%, 81,4%. Donc comme on avait interdit les rassemblements, manifestations, les acteurs ne pouvaient pas travailler. Et donc 81% des personnes enquêtées, en tout cas des entrepreneurs, n'ont pas pu faire des prestations scéniques. Donc l'organisation d'événements aussi 41%, production spectacle 32,9%, etc., etc. Alors, les objectifs de recrutement, on s'est également intéressé à la perspective de recrutement. On s'est dit, ok, avant la Covid-19, est-ce que vous étiez dans les dispositions de recruter du personnel ou pas? Et si on compare, on avait 25,2% d'acteurs culturels qui étaient dans de bonnes dispositions de recruter du personnel, mais que pendant la Covid-19, c'était 0,9%, pour montrer un peu comment est-ce que la Covid-19 a été un choc durement ressenti par les acteurs. Donc les mesures également prises ou préconisées en tout cas pour juguler en tout cas ce phénomène. Ce sont 93% des personnes enquêtées qui nous disent que l'aide financière directe est la meilleure solution pour pouvoir nous permettre un peu de s'en sortir, en tout cas de se sortir de cette situation-là. Il y a également ceux qui disent que les suspensions d'impôts et de taxes, 9,1%, mais 32,6%, pratiquement 33% disent que c'est le soutien logistique ou opérationnel et également la levée rapide des restrictions. La levée rapide des restrictions est citée par 28,1% des personnes enquêtées. Alors, des tensions de trésorerie qui, comme barrière à la survie des entreprises culturelles. Beaucoup ont dit que oui, effectivement, nous étions dans des conditions qui ne nous permettaient pas d'avoir une trésorerie adaptée en tout cas à la situation. Et dans l'ensemble, c'est 60%, à peu près 59,2% qui disent effectivement qu'ils avaient des tensions au niveau de la trésorerie. Et c'est donc pour montrer un peu avec le tableau précédent qui disait qu'il nous faut de l'aide financière directe pour pouvoir s'en sortir. Alors, le vécu maintenant de la pandémie. Le vécu de la pandémie, ça peut se faire au niveau famille, au niveau du travail, etc. Mais on constate ici une communication au sein de l'entreprise perçue plus difficile. Et si on regarde
ici, on a un tableau qui est désagrégé selon les régions, mais si on regarde par exemple le total au niveau des pourcentages, on se rend compte que 46,2% en tout cas des acteurs disent que la communication était devenue beaucoup plus difficile pendant la Covid-19. Je passe rapidement. Une communication assez stable entre salariés et employés. On s'est également intéressé à la communication au sein de l'entreprise entre les employeurs et les employés. Et on se rend compte que les réponses ont été assez mitigées. Si on regarde le tableau qui est déjà créé ici, on se rend compte que dans l'ensemble, c'est 35%, 35,6% qui disent qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de grand changement. Mais par contre, il y a 35%, pratiquement 36% qui disent que la communication était devenue plus difficile. Donc, mais également, la Covid n'était pas seulement que des aspects négatifs. Il y a quelque chose qui s'est amélioré. En tout cas, de l'ordre de 28,6%, pratiquement 29% qui disent que la communication s'est améliorée. Alors, les perceptions mitigées du temps de travail également. On leur a également posé la question sur le temps de travail. Est-ce que vous avez senti que vous avez travaillé beaucoup plus pendant la Covid-19 ou moins pendant la Covid-19? Et on se rend compte que 70,8%, pratiquement 71%, on dit qu'ils ont moins travaillé que d'habitude. Mais il y a 22,3% qui disent qu'ils ont beaucoup plus travaillé que d'habitude. Voilà. La détérioration des liens sociaux. On s'est également intéressé à la détérioration des liens sociaux et on se rend compte que 48,8%, pratiquement 49%, affirment que oui, il y a eu fortement une détérioration des liens au niveau de la famille. Alors, on en arrive à la conclusion maintenant, de manière très rapide. Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 ont fortement contribué à la vulnérabilité des entrepreneurs du secteur culturel. La Covid-19 a révélé le fort potentiel du secteur culturel et de la création artistique sur l'emploi et sur la création de richesses. Parce que tout simplement, quand on a fermé, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs intervenaient dans le secteur et même quand l'État a voulu les appuyer, l'État ne pouvait pas, en tout cas ne pouvait pas identifier les acteurs. Alors l'identification, et se pose également cette question-là, l'identification des acteurs et la formalisation des entreprises culturelles constituent un défi à relever. Et ça, on le voit, ce sont les enseignements de la Covid-19. L'État ne pouvait pas dire que voilà, c'est qui les acteurs culturels, mais on était obligé de dire, ok, rassemblez-vous pour qu'on vous connaisse, pour qu'on vous octroie une aide financière. La peur d'un choc, et la conclusion aussi qu'on en tire, c'est que la peur d'un choc exogène, parce qu'on s'est rendu compte que les mesures qui ont été prises pour fermer ont été beaucoup plus draconiennes quand on ouvrait. Et donc, l'enseignement qu'on en tire, c'est que la peur d'un choc exogène, quel que soit le choc, ne devrait pas prévaloir dans la prise de décision à impact direct ou indirect sur les entreprises. Alors, quelques pistes de réflexion, en tout cas, ou pistes d'action. Donc, mieux renforcer les domaines culturels à forte capacité de création d'emplois, donc compagnie théâtrale, danse, groupe de musique, etc., en facilitant, 1, la formation, et 2, la mobilité et l'accès au financement. Travailler également à la régularisation des structures culturelles. Il faut les formaliser pour pouvoir mettre la main dessus, pour que quand il y a des besoins de les accompagner, qu'on puisse savoir qui est qui. Instaurer un dispositif de suivi régulier et de mise à jour des acteurs culturels avec la base de données réactualisée. Quand on faisait l'enquête, on s'est rendu compte, on appelait un monsieur pour lui dire « Oui, vous êtes acteur culturel ». Non, moi je ne suis pas acteur culturel parce que ça fait depuis beaucoup d'années qu'il avait peut-être fait une œuvre mais qu'il a abandonné depuis. Donc, il se pose cette question de la réactualisation de la liste, en tout cas des acteurs culturels. On peut être acteur culturel en 2000 et ne plus être acteur culturel en 2020. Et c'est ce qu'on a eu comme conséquence. Donc, l'accompagnement et la formalisation et la structuration des acteurs du secteur de la culture et de la création artistique. Et dernièrement, maintenant, la mise en place de conditions de dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Merci, je vous remercie. Alors, merci Monsieur Sey plutôt. Pour faire un peu d'humour, vous avez annoncé 15 minutes, mais vous n'en avez pris que 10. Donc, si tous les intervenants annoncent 15 minutes ou 20 minutes et n'en font plus que 5, alors là, c'est magnifique et je vous félicite. Et certainement, ça va nourrir aussi l'intérêt du discutant sur une problématique qui est, est-ce que, en termes d'impact, où sont les aspects positifs et négatifs de la pandémie Covid sur la situation des acteurs culturels. Donc, notre dernière intervenante, mais non la moindre, Ndeye Sorna Cissé, va donc faire une intervention sur le travail des professionnels de santé
face à la vaccination anti-Covid-19. J'ose émettre le souhait que vous allez vers les 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier le professeur Pascal et toute son équipe de nous avoir conviés à cette rencontre de haut niveau qui nous permet, nous, en tant que laboratoire de recherche, de pouvoir partager les résultats issus des études que nous avons menées durant toutes ces années. Et justement, le papier que je présente aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une étude que nous avons réalisée en plein Covid-19 sur l'acceptabilité des vaccins contre la Covid-19 au Sénégal. Et pour rappel des objectifs, cette étude avait comme objectif d'identifier toutes les perceptions des communautés ainsi que des professionnels de santé, donc les perceptions liées à la COVID-19, mais également au vaccin anti-COVID-19. Parce qu'il faut le rappeler, il y a eu au début de la COVID-19 une propagation d'informations négatives sur les vaccins et qui entravait un peu donc l'acceptabilité des vaccins au sein donc de la communauté. Donc cette étude avait pour objectif d'identifier les perceptions aussi bien auprès des communautés que des personnels de santé, en même temps évaluer les déterminants de l'acceptabilité des vaccins contre la COVID, mais également déterminer les conditions optimales de la vaccination contre la COVID-19. Alors, pour ce faire, nous avons combiné une approche quantitative et une approche qualitative. Et nous avons touché plus de 4000 personnes pendant cette étude-là. Et pour les besoins donc de cette présentation, nous avons pris en compte les professionnels de santé qui sont au nombre de 416 professionnels à qui on a administré donc un questionnaire quantitatif et également réalisé des entretiens au nombre de 7 entretiens, mais aussi des récits de vie. Donc nous avons réalisé également 12 récits de vie auprès donc de ces professionnels de santé pour recueillir leurs perceptions sur les vaccins, mais également faire ressortir le rôle qu'ils ont joué pendant donc la prise en charge des malades, mais également pendant la vaccination contre la COVID-19. Alors, en termes de résultats, il faut dire d'emblée que, en dehors du travail qu'ils ont effectué pendant la COVID, ils avaient déjà pris conscience de la dangerosité de la COVID-19. Et là, on s'aperçoit que 96,6% de ces professionnels percevaient déjà la maladie comme dangereuse. Et les raisons, c'était la létalité qui en est le facteur principal, mais aussi la rapidité de transmission de la COVID qui apparaît chez les professionnels comme un facteur déterminant de cette dangerosité donc de la COVID-19. Donc des appréhensions, certes, sont notées chez certains professionnels de santé qui n'avaient pas du tout confiance au vaccin, et la proportion était bien évidemment de 1,4%. Et malgré ça, les résultats mettent en évidence la forte implication donc de ces professionnels de santé dans la vaccination, avec ce tableau qui montre que 71,1% donc des professionnels de santé, tout confondus, étaient impliqués dans la vaccination contre la COVID-19. Il s'ensuit également une adhésion massive à la vaccination, avec 97,6% qui considèrent que l'introduction des vaccins au Sénégal était une très bonne chose, donc une adhésion massive à la vaccination.
Et également, en dehors donc de ces connaissances sur la COVID-19 et sur les vaccins contre la COVID-19, ils ont mené des actions qui étaient plutôt centrées sur l'information et la sensibilisation des communautés pour les inciter à aller se faire vacciner. Et là, on voit 32,4% sur l'information portant sur les gaps de connaissances qu'avaient les communautés, notamment sur les vaccins, les effets secondaires après avoir pris les vaccins, sur la dangerosité de la maladie, sur l'utilité des vaccins, etc., etc. Alors, ils étaient également conscients, bien conscients de leur rôle d'influenceurs au sein de la communauté pendant cette Covid-19. Et les actions qui étaient menées étaient dans le sens d'inviter donc les membres de la communauté à aller se faire vacciner. Donc là, pour la sensibilisation, 95,4% des professionnels avaient déjà mené des actions par rapport à ça. Il y a également l'implication des relais qui étaient considérés dans notre étude comme des acteurs de la santé parce qu'ils étaient également ensemble sur le terrain pour mener ces activités de sensibilisation et d'information sur la COVID-19 et sur les vaccins contre la COVID. Et là, nous avons essayé d'insérer quelques verbatim issus donc des informations que nous avons recueillies auprès donc de ces professionnels de santé. Et là, le nuage de mots qui s'affiche à l'écran montre que les mots ici les plus récurrents, on voit risque, conseil, consigne, pour dire en tout cas tout le travail de sensibilisation qui a été effectué pendant la COVID-19 pour inciter la population à aller se faire vacciner, à accepter la vaccination contre la COVID-19. Un engagement également personnel et une motivation en permanence des soignants, surtout sur les comportements face au MAPI, c'est-à-dire les manifestations post-vaccinales qui se manifestaient après donc la vaccination. Donc on a noté quand même un engagement personnel avec une signalisation, par exemple, des MAPI au niveau des structures qui étaient en charge de ça, avec une proportion de 26,4%, une investigation et une meilleure analyse également de ces comportements pour une meilleure prise en charge. Mais aussi en amont, il y a eu une détection des MAPI au sein des structures de santé pour une meilleure prise en charge de ces malades qui manifestaient ces comportements. Alors, une appréciation positive des pratiques et attitudes des soignants a été également notée, avec 56,6% qui notent que ces actions étaient plutôt efficaces. Mais quand même, il y a eu un impact considérable sur le travail des professionnels de santé, avec notamment la réorganisation des horaires de travail pendant le semi-confinement. Il s'en est suivi des pertes d'emploi, des dysfonctionnements, mais également une baisse de revenus dans certaines structures privées, surtout les pharmacies, qui avaient noté une baisse de leurs revenus pendant donc cette période. Alors, à la suite des résultats, nous avons tenté de dégager quelques pistes d'action que nous avons structurées autour de trois domaines. D'abord, sur la stratégie de communication, il est nécessaire donc d'investir les médias sociaux et les plateformes digitales pour essayer de déconstruire les préjugés qui ont été transmis, mais les informations, les fausses informations dont je parlais tout à l'heure, qui donc entravaient l'acceptabilité des vaccins contre la COVID-19. Donc accentuer également la mobilisation des autres acteurs de la santé tels que les relais communautaires, les médiatrices de quartier pour une vaccination massive des communautés.
renforcer la coordination des informations au niveau surtout des médias, qui jouaient également un rôle considérable dans la diffusion des messages. Préparer le personnel de santé à davantage de qualité relationnelle, surtout liée à l'accueil des patients, à leur prise en charge, etc. Sur les pratiques et attitudes des professionnels de santé, mettre en place des équipes de supervision de la vaccination, surtout au niveau des structures de santé qui avaient en charge donc cette vaccination, mais aussi renforcer l'indemnisation des personnels de santé pour compenser le surplus de travail qu'ils ont enchaîné pendant la COVID-19 et lors de la vaccination. Maintenant, pour terminer, sur les mesures incitatives pour la vaccination, renforcer aussi la formation des professionnels de santé, notamment dans le domaine de la vaccination, mais aussi déployer des équipes mobiles au sein des quartiers pour une meilleure accessibilité, mais également pour une meilleure acceptabilité des vaccins contre la COVID-19. Et enfin, renforcer la formation des acteurs communautaires sur les vaccins contre la COVID pour une meilleure sensibilisation des populations. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup Madame Cissé. Donc vous clôturez le cycle des interventions de la première session, la session 7, mais vous avez compris qu'on continue avec la session 8 et qu'on espère avoir une petite pause café qui va nous aider à tenir et qui sera distribuée dans la salle, Inch'Allah. Alors, je voudrais quand même, avant de passer la parole aux discutants, Abdou Salam Fall, dire deux choses. En tant que modératrice, je me permets, à la suite de Bachir hier, d'intervenir parce que certains sujets, je les ai effleurés. Vous avez raison dans vos pistes de recommandation d'insister sur la formation des relais communautaires. Tous les citoyens qui ont eu au Sénégal affaire avec les relais communautaires, soit dans les établissements sanitaires, soit par téléphone parce qu'ils nous contactaient, on a vu un certain nombre de défaillances. Par contre, vous avez raison, et absolument raison, à travers vos résultats de recherche, de souligner l'abnégation et la contribution extraordinaire du personnel soignant dans le cadre d'une organisation du système sanitaire que nous savons au Sénégal relativement défaillant. Et je pourrais donner un exemple. J'ai facilité 3 Zooms avec un Zoom où il y avait plus d'une centaine de personnes, et notamment la présence des 2 directeurs. Khemes, qui est maintenant ministre de la Santé, qui à l'époque était la direction de la santé, et la directrice des établissements hospitaliers. Et je puis vous dire qu'il y a eu beaucoup de tensions à l'intérieur du système lui-même public et entre le système public et le système privé. Et n'eût été l'abnégation du personnel soignant, on ne serait pas arrivé. Parce qu'à un moment donné, effectivement, les cas se sont accélérés, mais malheureusement, le système managérial de gestion était absolument, en tout cas, décalé et out. Et n'eût été le personnel, et il faut les féliciter, malgré les défaillances que l'on connaît par ailleurs et qui ont été suffisamment critiquées à travers la presse sénégalaise. Et je pense que votre travail contribue aussi à éclairer de façon positive l'implication du personnel, des travailleurs de la santé. Merci beaucoup, Madame Cissé. Et maintenant, il me revient de donner la parole aux discutants. Merci beaucoup. Alors, on a eu droit à des présentations de haute qualité qui nous amènent à constater que la COVID-19 est un véritable tsunami qui a remis en cause énormément de choses. Il reste maintenant à considérer quelle attitude on va adopter vis-à-vis de cette situation de tsunami, de véritables bouleversements dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et donc, il se pose 2 approches. Le mur des lamentations, et on persiste dans la crise, ou alors l'alternative des résiliences.
il nous faut faire le choix. Il me semble, les historiens pourront confirmer ou infirmer, que lorsque les sociétés ont touché le fond, elles doivent être en mesure de se repositionner et de se rendre compte, comme dit Norbert Elias, qu'il y a une reconfiguration des liens qui s'opèrent, qu'il y a de nouveaux paradigmes qui émergent et qu'enfin, il y a une nouvelle culture qui s'impose. Et donc, tout le débat de ce matin risque de tourner autour de ça. Le monde bouge avec la Covid et interpelle tout le monde. On peut se demander si les normes sociales avec lesquelles nous vivons sont en mesure de se reconfigurer, de changer. Et c'est tout le débat que ces présentations nous interpellent. Et donc, j'aimerais demander à chacun des intervenants, est-ce qu'on a mesuré l'ampleur des problèmes, l'ampleur du bouleversement que la Covid a introduit dans différents domaines, de la santé par exemple? On était dans une dynamique tout à fait opposée à ce qui s'est passé. Ce sont les maladies métaboliques qui s'imposaient très largement au sein de la dynamique sanitaire. La Covid intervient pour réintroduire les maladies infectieuses qui risquent de ne plus être une parenthèse parce que les travaux qui sont menés autour de la santé unique révèlent notre incapacité à considérer la santé dans sa totalité comme un phénomène unique. Et c'est à force d'avoir segmenté ces différents secteurs que nous nous sommes retrouvés dans l'incapacité de développer une approche holistique. Et c'est ça le vrai débat. Est-ce qu'on est en mesure de développer une approche globale des phénomènes avec lesquels nous vivons? Et c'est pourquoi j'aimerais demander aux intervenants de tout à l'heure, en commençant par le docteur Ndeye Sokhna Cissé, qui est docteur économiste, à nous dire, par exemple, la vaccination anti-Covid a révélé des considérations géopolitiques très importantes. Les firmes pharmaceutiques, les normes édictées par l'OMS, les institutions nationales, et Matindiaye a bien fait de dire comment la gouvernance des ministères a posé un certain nombre de problèmes d'adaptation face à un choc aussi important. Et donc, quel est le niveau j'allais dire, de souveraineté dans la démarche de gestion de la vaccination ou de gestion de la pandémie dans un contexte qui est la Covid? Oui. Après. J'aimerais juste savoir, est-ce que... Non, s'il vous plaît, après. Il termine. Après, je vous donnerai la parole. Oui, si vous devez laisser le terminer. Hein. Alors, la vaccination sur la Covid pose aussi un autre problème de quelle est la cible. Habituellement, les campagnes de vaccination concernaient les enfants. Et soudain, avec la Covid, on a un nouveau public, que sont les adultes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les personnels de santé, les professionnels de santé avaient la culture de vacciner des adultes, à l'exception du déplacement à la Mecque où il doit faire le vaccin contre un des vaccins qu'on fait pour aller à la Mecque
que la grippe contre la grippe que font les adultes, l'ensemble des programmes de vaccination concernent les enfants. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce niveau-là? Et je termine par vous, sur ce plan-là, pour insister sur la question des réticences face à la vaccination. Comment ces réticences ont impacté? Par exemple, la rumeur. Qu'est-ce qui a été fait face à la rumeur? La rumeur a pris d'assaut tout le monde, y compris les professionnels. Certains ont douté parmi les professionnels. Quelle est la marge de la culture scientifique? Quel est le rapport au risque, y compris chez les professionnels de santé? Voilà. Et je passe à Moustapha Sey, qui a évoqué la question des acteurs culturels. La question pour moi demeure la peur face à un choc exogène. Quel est le niveau de souveraineté, d'autonomie de la gouvernance? Et pour notre ami et collègue, justement, professeur Khalidou, alors, là, le problème est encore plus tenace. Est-ce qu'on est capable de considérer que notre rapport au travail a de fait été modifié, de fait, avec la COVID? On est dans une nouvelle ère. On s'est déplacé de l'Afrique en Amérique du Nord, juste pour participer à un jury de thèse. Maintenant, on peut le faire directement de notre position à Dakar, Abidjan, Kenya ou ailleurs. C'est une nouvelle opportunité. Les emplois qui vont émerger, est-ce qu'on va se contenter de dire non, résistons, mais où est-ce qu'on va travailler à dire en vérité, c'est de nouveaux emplois qui doivent se créer? Quel est notre rapport à ce paradigme de création de nouveaux emplois et de nouveaux métiers? Et comment notre formation aussi doit évoluer? Voilà, je suis dans cette dynamique-là. Enfin, on a eu des débats très intéressants introduits par l'Organisation panafricaine du travail et l'OIT. Alors, pour l'OIT, c'est très intéressant ce qui a été évoqué, notamment sur le travail à distance. Mais la question, c'est aussi le travail à distance commence à accentuer la pression au travail sur les travailleurs. Il y a une pression extraordinaire. Quand on vous dit « restez à la maison pour travailler », vous recevez plus de pression. Et en fait, c'est votre vie privée qui est remise en cause. Et surtout, vos rapports aux loisirs. Vous n'avez plus le temps des loisirs. Est-ce que cette nouvelle forme de travail, des formes de travail, vous avez regardé ça? Enfin, vous avez parlé de la protection sociale, fort heureusement, et vous avez évoqué un instrument qui est le registre unique, qui a été utilisé pour faciliter le ciblage des bénéficiaires de cash transfert. Mais dans des environnements où des traditions statistiques sont faibles, quelle est la valeur du registre unique? Nous avons observé au Sénégal, à la suite d'études sur la protection sociale, que nous avons 25% en moyenne de non-bénéficiaires, de non-ayants droit qui ont accès au cash transfert actuellement. Et quelquefois, ça prend des proportions énormes. Dans une des régions, ça atteint 49% de passagers clandestins. Or, le registre unique existe. Alors, donc, est-ce que l'articulation entre ce registre unique et d'autre part le ciblage communautaire qui pose problème, parce que c'est là où on introduit le plus
les passagers clandestins, cette question doit être évoquée. Enfin, je termine par la première intervention qui pose énormément de défis et je veux vraiment remercier notre collègue d'avoir insisté sur autant de points, notamment la protection des données personnelles dans la situation de post-Covid. Mais j'aimerais bien savoir auprès d'elle qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les innovations qui ont été apportées à ce niveau-là. C'est valable pour l'expérience novatrice de gestion des risques, de stress, de choc. Quelle est votre expérience en la matière? Vous avez évoqué beaucoup de questions intéressantes, notamment la mise en commun que vous avez réalisée à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, mais on aimerait en savoir un peu plus sur le développement de l'application mobile que vous avez réalisée pour connecter les travailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdou Salam. On avait raison, Beke et moi, de penser à Abdou Salam Fall pour remplacer Rama qui s'est excusé ce matin en tant que discutant, parce que voilà, ça relance quand même l'intérêt des contributions qui l'ont précédé. Mais je vais demander aux contributeurs de ne pas répondre pour le moment et je citerai moi-même l'ordre des réponses parce que j'aimerais offrir à la salle pendant 10 minutes des commentaires rapides, très rapides, parce que je suis quand même démocrate, mais surtout des questions, s'il vous plaît. Merci. Concernant l'innovation en protection de données, on partage justement à ce sujet-là, vu que la plupart des travailleurs ont commencé par travailler en mode en ligne, alors qu'on s'y était pas du tout préparé et qu'en fait, on ne maîtrisait pas aussi vraiment l'outil informatique et Internet qui était devenu désormais le quotidien et qu'on devait utiliser comme on doit travailler comme on doit aller maintenant en télétravail. On ne maîtrisait pas bien tout ce qui était autour de l'utilisation de l'Internet, de l'informatique. Il fallait vraiment penser à protéger les gens et les données et leur enseigner. Il fallait éduquer le travailleur en ce sens-là pour qu'il se sente plus à l'aise. Parce qu'à un moment, on a commencé par se poser des questions. Ce que je suis en train de faire tout le temps en ligne, est-ce que ça va? Est-ce que je suis protégée? Est-ce que je ne cours pas des risques? Je vais être obligée de reprendre votre... parce que à chaque fois j'ai des problèmes de batterie, mais je vous le dirai. Hein, les personnes qui ont été testées positives, par exemple, les données concernées pour ces personnes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que par rapport à la stigmatisation, est-ce que les gens sont protégés? Puisqu'on a vu même après la maladie, les gens qui sont revenus sur les lieux de travail, par exemple, sont quelque peu stigmatisés par les collègues, bien que la personne ait déjà passé le cap de la maladie et qu'ils soient en bonne santé. On a vu que les relations étaient devenues distantes entre collègues. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment penser à protéger les données de ces personnes-là, que leur vie n'en soit pas entachée. Madame, il faudrait un peu accélérer, s'il vous plaît. Concernant l'application développée pour connecter les travailleurs, c'est le résultat d'un concours qu'on a fait parmi nos affiliés qui a révélé ça. C'est un des affiliés, c'est des jeunes, c'est un des jeunes qui a proposé ça. Et on a vu que c'était vraiment innovateur et on est toujours en train de voir avec ces jeunes-là comment les regrouper finalement pour que leur découverte ne soit pas vaine. Merci.
Merci bien, madame. Merci beaucoup, madame. Donc, je vais donner la parole à Khalidoussi. Il y a une question qui vient de la salle et du discutant. Donc, disons... Le micro. Allez-y. Ah. Donc, merci. Oui, c'était fait. On est obligé de mettre ça pour qu'on puisse te voir. D'accord. Oui, c'est allumé. Vas-y, madame. D'accord, merci bien. Donc, très rapidement, pour ne pas reprendre un autre exposé, je remercie le professeur Fall, le modérateur, pour vraiment l'acuité de son regard sur les différentes questions qui ont été posées ici et la façon évidemment dont il a rendu compte de ces problématiques. Deux choses simplement pour... lors de la pandémie, nous avions organisé une journée d'études avec les collègues de l'UFR-CRAC et en interrogeant des rescapés de la pandémie. Et donc en les filmant et en essayant de faire une étude qualitative. Ça permet de voir tout de suite, évidemment, quel est le rapport que nous avons à la maladie en tant que malade, mais en même temps aussi, comment nous projetons sur l'après-Covid ou sur l'après-maladie. Et on se rend compte que souvent, nous ne sommes pas forcément toujours très bien préparés pour nous projeter dans cet avenir, dans cet après-Covid. Or, justement, la question que pose le professeur est fondamentale. Il ne faut pas que nous considérions la Covid comme simplement une pandémie qui nous déstabilise. Non, elle est, j'allais dire, de l'ordre d'une disruption. C'est une rupture, mais une rupture qui nous oblige à nous réinventer. Une rupture qui nous oblige à réinventer nos modes de vie. Une rupture qui nous oblige à mettre en place d'autres formes de vie. Et donc, au fond, finalement, que l'enjeu fondamental au niveau de l'éducation, elle commence à se faire voir. On était dans des questions on n'a pas d'amphi. Par exemple, des questions d'infrastructure. On était dans des questions de volume horaire. On était sur des questions de taux d'encadrement. Mais tout cela, il faut penser cela en rapport avec la nouvelle situation, en rapport avec les exigences autour desquelles la Covid nous appelle. C'est vrai, c'est une difficulté qui est là, mais une difficulté qui nous oblige à voir notre système avec un autre regard. On a fait un papier aussi, je finis sur cette question par là, sur le système sanitaire. Il y a un ouvrage qui va paraître, d'ailleurs tout prochainement sur le Sénégal à l'épreuve de la Covid. Mais quand on regarde la pyramide sanitaire du Sénégal, c'est vrai, il y avait eu des défaillances, il y avait eu des problèmes. Mais ce que la Covid a permis de réaliser en termes de bons qualitatifs est extraordinaire. Je pense que l'étude présentée par Mme Cissé a révélé un tout petit peu vraiment que le rôle important justement des soignants et du système de santé. Voilà un peu assez rapidement, et je crois que ça répond implicitement aussi à la question de Ndiaye sur les cours à distance, évidemment, qui sont aussi comment dire, voilà, ça va persister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé d'aller vers ces cours à distance. Seulement, il faut mettre un accompagnement pour que les cours à distance puissent permettre un bond en avant de nos systèmes éducatifs africains. Merci beaucoup de ta contribution. Monsieur Sey. Merci beaucoup. J'ai saisi l'occasion pour remercier les organisateurs de ce colloque-là, particulièrement le professeur Babacar Fall, pour nous avoir donné l'opportunité de présenter nos résultats de recherche ici. Alors, j'ai une seule question qui m'a été posée par le professeur Fall et qui consiste un peu à la fameuse question sur l'autonomie dans la souveraineté ou bien dans la gouvernance dans une période de Covid-19. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vrai qu'on est dans un monde globalisé et qu'il n'est plus possible, en tout cas il n'est pas admis que les États puissent s'isoler et puis élaborer des politiques ou bien en tout cas des stratégies pour circonscrire un phénomène ou bien un choc. Mais ce qu'on peut voir
ce qu'on peut voir dans cette période-là, en tout cas dans la gestion de la Covid-19, c'est qu'il y a eu une certaine autonomie aussi qui a été, voilà, une marge de manœuvre, si on peut dire, de l'État du Sénégal. Parce que si on revient sur les mesures de restriction, on était passé de 79 cas le jour même où on a pris des mesures de restriction, donc couvre-feu partiel, interdiction de déplacement interurbain, interdiction de rassemblement, etc., à 1886 cas, dont 177 le jour même de la levée des restrictions. Et donc, il n'y avait rien qui pouvait, en tout cas, symboliser une certaine pression de la part des autorités internationales sur ce qu'on prenait, nous, comme décision. Bien vrai, avant la Covid-19, l'alerte qu'il y a eu, en tout cas, au plan international, sur le fait qu'on s'attendait à une catastrophe dans le continent africain, s'est révélé, en tout cas, ces déclarations se sont révélées fausses. Mais on a vu qu'en Afrique, ou bien dans certains pays, en tout cas des États qui ont eu l'audace de privilégier plutôt l'économie que la gestion uniquement sanitaire de la maladie. Et si on regarde maintenant, en tout cas, si on peut dire des incohérences, ou en tout cas des mesures qui n'étaient pas du tout, en tout cas, prises avec un focus mis sur l'aspect économique, c'est vraiment ces incohérences-là entre l'adoption de mesures strictes, consistant à l'éradication des déplacements interurbains, consistant à l'interdiction de rassemblement, etc., alors qu'on était à 79 cas, et l'ouverture complètement de se dire, oui, nous ouvrons tout, tout le monde peut se déplacer, on peut faire des manifestations, on peut aller dans les lieux de culte, etc., alors que le même jour où cette déclaration, on avait plus de cas le même jour que le nombre de cas qu'on avait le jour même où on prenait ces décisions de resserrement. Alors, professeur Fall, je suis peut-être d'avis qu'on ne peut pas être dans un monde isolé, on ne peut pas envisager d'être dans un monde et adopter des normes en se disant que nous avons une liberté infinie, bien sûr, mais nous avons quand même une marge de manœuvre que quand des circonstances pareilles comme la Covid-19 surviennent dans nos États, qu'on ait une marge de manœuvre qui nous permette de mesurer bien l'impact, le choc, et de pouvoir prendre des décisions qui s'y est, en tout cas, pour une bonne absorption, en tout cas, du choc. C'est une question qui est assez large. Je ne peux pas tout répondre, bien sûr, mais j'essaie juste d'apporter des éléments de précision par rapport, en tout cas, à cette gestion de la Covid-19-là. Merci beaucoup, professeur, pour ces questions qui restent fondamentales dans le cadre de cette étude que nous avons menée. Et je pense que dès l'entame de mes propos, je suis revenue sur la propagation des rumeurs qui entravaient un peu donc l'acceptabilité des vaccins contre la Covid-19. Et là, il est utile de revenir sur la thèse complotiste qui a émergé donc lors de cette pandémie donc d'envergure internationale, une maladie dangereuse, nouvelle, pour tous les pays. Donc la circulation des rumeurs a installé un doute à la fois chez les communautés, mais également chez les professionnels de santé qui avaient en charge donc la vaccination des populations, mais également la prise en charge des malades qui étaient atteints donc de la Covid-19 et qui était en quelque sorte une des raisons principales de la non-vaccination, aussi bien chez les professionnels de santé que les communautés qui avaient un sentiment de doute, un sentiment de peur vis-à-vis des vaccins avec des informations fausses qui circulaient, notamment sur la fabrication et l'introduction même des vaccins au Sénégal. Et pour revenir à la question sur la place des acteurs institutionnels, et je pense que pour faire face à ces rumeurs et la propagation de ces fausses informations, nous avons vu par exemple le président de la République, les ministres qui se sont vaccinés et qu'on a même diffusé dans les médias pour inciter les communautés à aller donc se faire vacciner. Et malgré ça,
le doute s'installait progressivement auprès de ces communautés. Et il a fallu faire recours aux religieux, aux acteurs religieux, par exemple les guides religieux, qui avaient vraiment un rôle important à jouer donc dans l'acceptabilité de ces vaccins, avec la pratique de mesures préventives qu'ils ont développées et qui a incité les populations et leurs disciples à aller se faire vacciner. Donc je pense que c'était ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui sont en ligne jusqu'à présent, que ceux qui sont sur la table. Et s'il vous plaît, on peut se réjouir de l'excellente panel qui est représenté par nos chercheurs de l'UQAD, de l'IGBS et aussi du laboratoire. Mais c'est le moment de changer de session. Donc s'il vous plaît, à part Abdul Salam Fall, je vous invite à vous lever.